Merci beaucoup. Et donc, voilà ce que je ne vais pas faire ce soir. Je ne vais pas vous présenter les points clés des rapports du GIEC. Je ne vais pas vous faire un tour d'horizon des connaissances les plus récentes vis-à-vis du changement climatique ou de l'action pour le climat dans le monde. Par contre, je vais essayer de partager ma réflexion, comme scientifique du climat moi-même, par rapport au bilan du 6e cycle d'évaluation du GIEC, la manière dont s'est produite notamment l'approbation de nos rapports, donc l'interaction entre l'état des lieux scientifiques et les représentants des différents pays, la manière dont ils ont été ou non reflétés dans les délibérations en termes de négociations internationales sur le climat. Essayez de vous aider, comme moi, à se projeter vers la suite. C'est-à-dire, on est dans un contexte qui change. Le contexte en 2015, international, par rapport au climat, mais aussi aux enjeux géopolitiques, n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc se projeter entre maintenant et 2030, quel est ce nouveau contexte? Se projeter vers 2050. 2050, en fait, un doctorant d'aujourd'hui aura mon âge, 53 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire, un climat qui change ou une action pour le climat différente, comme besoin de connaissances, comme manière de produire la connaissance au moment où vous serez senior dans votre cadre professionnel. Et puis, si j'ai un peu de temps à la fin, un petit retour d'expérience sur là où on en est vis-à-vis de l'action pour le climat en France, avec les évaluations du Haut Conseil pour le climat, ce qui a fonctionné et moins bien fonctionné par rapport à l'articulation entre une évaluation indépendante et la gouvernance. Et en terminant là-dessus, si j'y arrive, c'est vraiment pour montrer tout ce qu'il reste à faire. Voilà. Alors, un petit mot sur l'interface sciences et politique. Donc, les acronymes, c'est le nom des rapports successifs du GIEC. Le premier rapport en 90, le deuxième quand moi j'étais doctorante, le troisième que j'ai beaucoup utilisé pour enseigner, le quatrième où j'ai été auteur d'un chapitre sur les climats passés, le cinquième où j'ai coordonné le chapitre sur les climats passés, participé à la rédaction et l'approbation du résumé pour décideurs, donc vu cette interface, plus explicitement avec les représentants des différents pays. Donc le premier rapport du GIEC a donné lieu à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Le deuxième a fourni des éléments qui avaient aidé à l'élaboration du protocole de Kyoto, premier accord mais pas universel, vis-à-vis de la réduction à petite échelle des émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés. Le troisième rapport a mis l'accent sur les impacts du changement climatique et la dimension d'adaptation. Le quatrième a posé finalement les bases de la réflexion diplomatique post-accord de Kyoto et la réflexion sur les objectifs de long terme d'une action pour le climat qui permettent en fait de protéger les populations, les écosystèmes, d'éviter des risques ingérables. Le cinquième a fourni des éléments scientifiques qui ont été assez directement repris dans la formulation de l'accord de Paris sur le climat qui n'arrivait pas en fait à construire un accord universel sur l'objectif de long terme de cet accord qui est exprimé sous l'angle limiter le réchauffement largement sous 2 degrés avec l'aspiration à renforcer les efforts pour stabiliser le réchauffement à 1,5 degré, en plus d'autres objectifs liés à l'adaptation, liés au financement, qui font aussi partie de cet accord. Et quand les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord, notamment entre ceux dont l'économie dépend des énergies fossiles et qui ont tout intérêt à freiner une transition, et ceux qui sont particulièrement exposés, vulnérables au changement climatique, qui ont tout intérêt à ce qu'il soit limité le plus possible, eh bien une pirouette dans les négociations consiste à se tourner vers les scientifiques et leur demander de faire un rapport sur 1,5 degré de réchauffement planétaire. Donc c'est dans ce contexte que le 6e cycle d'évaluation du GIEC a démarré, avec d'ailleurs un premier rapport spécial en 2018 sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, qui a montré à quel point finalement chaque demi-degré de réchauffement, de niveau de réchauffement planétaire, implique des risques climatiques différents et croissants de manière nette. Donc ça fait vraiment une différence en termes de conditions de vie au sens large, qui a montré aussi à quel point limiter le réchauffement à 1,5 degré, ça demanderait des transitions à un rythme inédit dans tous les grands systèmes, des transformations très rapides, et puis à quel point limiter le réchauffement, c'est un enjeu de soutenabilité, mais aussi à quel point le faire intelligemment, ça demande d'intégrer l'action pour le climat à tous les autres objectifs de développement soutenable,
notamment agir pour le climat sans augmenter les inégalités, la pauvreté, agir pour le climat tout en renforçant la sécurité alimentaire, agir pour le climat tout en préservant les écosystèmes, et ce sont en fait autant de défis. À la demande des différents pays qui avaient demandé 31 rapports spéciaux, on a aussi travaillé sur l'océan et la cryosphère, donc les différentes géographies, les régions de montagne, les littoraux et les petites îles, mais aussi les régions polaires, l'océan, et la manière en fait dont l'océan, la cryosphère prennent de plein fouet les conséquences de ce climat et de cette accumulation de chaleur, les effets en cascade physiques, chimiques, biologiques sur les écosystèmes, les ressources, l'habitabilité, et aussi les enjeux d'irréversibilité de ces composantes lentes. Et enfin, le rapport spécial sur les terres, c'est le premier qui a abordé l'angle système alimentaire et qui répondait aux 3 grands défis, finalement, désertification, biodiversité et changement climatique, les 3 grandes conventions internationales liées à l'environnement. Et puis ensuite, en 2021-2022, des rapports structurés par historiquement, en fait, sur la partie base physique. Qu'est-ce qu'on comprend du fonctionnement du climat qui est important pour savoir comment limiter son ampleur? Qu'est-ce qu'on comprend des caractéristiques climatiques qui est important pour la gestion de risque, pour l'adaptation? Et puis aussi ce qu'on comprend et qu'on comprend moins bien de processus clés. Ensuite, tous les enjeux d'impact, d'adaptation, de vulnérabilité par région et par secteur. Et enfin, l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire comment on peut assurer un développement soutenable, tout en décarbonant, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, notamment par secteur, mais aussi sur les aspects transverses comme l'organisation financière et d'autres dimensions. Tout ça donc nourrit un rapport de synthèse qui date de 2023, donc un peu plus d'1 an, avec ce rapport de synthèse qui a nourri le premier bilan mondial ou inventaire global de l'accord de Paris sur le climat, qui s'est conclu par les décisions de la COP28 qui a eu lieu à Dubaï en novembre dernier. Alors, j'ai repris quelques éléments d'observateurs extérieurs, donc c'est en anglais, sur les sessions d'approbation du GIEC et la manière dont ça a été ensuite repris ou pas dans le cadre des négociations sur le climat. Le rapport sur 1,5 degré, horriblement difficile au niveau de l'approbation. Et notamment parce que, à l'époque, l'Arabie Saoudite et l'Égypte refusaient qu'on fasse référence au décalage entre les émissions impliquées par les promesses des différents pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, donc une hausse attendue des émissions mondiales de gaz à effet de serre entre 2018 et 2030, et ce qui serait nécessaire pour limiter le réchauffement. Ça a été un point de blocage extrêmement dur. Dans le cadre de l'approbation des rapports du GIEC, on a réussi à avoir une approbation par tous les pays, notamment parce que ce constat s'appuyait sur presque une vingtaine d'études indépendantes, avec des éléments probants très solides. Donc même quand le constat scientifique dérange, finalement il est reconnu dans le cadre de l'approbation d'un rapport du GIEC. Par contre, dans le cadre des négociations internationales sur le climat, il y avait beaucoup d'attentes, notamment des pays les plus vulnérables, comme les petits États insulaires, face aux conséquences du réchauffement et de la montée du niveau de la mer. Mais à l'époque, donc c'était les États-Unis de Trump, la Russie de Poutine, l'Arabie Saoudite et le Koweït, qui ont bloqué en fait toute intégration des points clés de cette évaluation dans le cadre de la déclaration de la décision de la COP 24. Donc c'est comme si ce rapport, en fait, politiquement, n'existait pas. Du coup, ça a créé une tension très forte, une attention médiatique très forte. Je pense que c'est un des rapports qui a été le plus lu de ce fait. Et à l'inverse, donc malgré cette impression d'enlisement, ça a donné lieu à ce qu'un ensemble d'objectifs de villes, de secteurs d'activité, d'entreprises, de pays, intègrent des objectifs émissions CO2 net zéro, ce qui était en fait un des points clés de la traduction de notre constat scientifique en termes de trajectoire pour limiter le réchauffement. Ça a aussi mis l'accent, je pense, beaucoup plus qu'avant, sur les enjeux de mieux intégrer l'action pour le climat avec les autres dimensions de la soutenabilité, tous les enjeux de transition juste, notamment, comme un des points clés, en fait, de la faisabilité de ces transitions pour limiter le réchauffement.
Le rapport sur les terres, plus d'auteurs de pays en développement que de pays développés, tous les pays concernés, une approbation très constructive. C'est un des rapports qui a le plus pris en compte, par exemple, la dimension de genre, parce que sur la production alimentaire, notamment en Afrique, on a des inégalités de genre sur la propriété foncière et qui ont été très clairement reflétées, alors que dans les autres rapports du GIEC, c'était beaucoup moins présent. On a eu une approche beaucoup plus systémique du système alimentaire, donc la production alimentaire, la transformation, l'agro-industrie, l'alimentation, la nutrition, son lien avec la santé, mais aussi les déchets du système alimentaire. Donc à la fois très vulnérable par rapport à un climat qui se réchauffe, qui dépend à la fois du niveau de réchauffement planétaire et d'un ensemble de choix socio-économiques, et qui touche à des questions de santé. Et au niveau de l'approbation, le principal point de tension, il n'apportait que sur un volet qui est la contribution de l'évolution des pratiques alimentaires à la décarbonation du système alimentaire. Le système alimentaire, c'est aussi un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Un des leviers d'action, au-delà des pratiques agricoles, au-delà de la gestion des terres, au-delà de l'efficacité de l'agro-industrie, de la réduction des déchets, c'est aussi l'évolution des pratiques agricoles. Et ce sont les pays, notamment d'Amérique du Sud, exportateurs de viande, Brésil, Argentine, qui se sont opposés à une formulation qui disait une alimentation plus à base de plantes, pour pousser à une formulation de type un régime alimentaire soutenable, sain et équilibré, qui était plus juste par rapport à différents contextes, mais par contre qui est beaucoup moins clair sur ce que cela veut dire. Et ce qui est notable, c'est que malgré un processus extrêmement constructif, Nathalie aussi était partie prenante, Nathalie de Noblet, de ce rapport, une ouverture, par exemple, sur les enjeux croisés climat et biodiversité, un ensemble de solutions disponibles qui peuvent être mises en œuvre à condition de les soutenir, de mettre les financements à hauteur des transformations nécessaires. C'est finalement celui qui s'est le moins reflété dans les délibérations et notamment les négociations internationales sur le climat. C'est quasiment absent de la décision de la COP 28, malgré des chocs croissants sur la production alimentaire. En France, cette année, 20% en moins sur les céréales, sur un ensemble de céréales. En France métropolitaine aussi, des maladies à vecteurs qui affectent très fortement la trésorerie des éleveurs et qui se conjuguent sur le territoire national. Donc on voit qu'on est sur des enjeux majeurs, mais en même temps, une vraie difficulté à avoir un cadre de gouvernance capable d'aborder le système alimentaire. Et c'est transverse. Nutrition, alimentation, ministère de la Santé. Biodiversité, qualité de l'eau, émissions de gaz à effet de serre, ministère de l'Environnement. Modèle économique et social des activités agricoles, ministère de l'Agriculture. Et en fait, on voit bien une vraie difficulté à répondre à hauteur des enjeux du système alimentaire et ses transformations. Le rapport sur l'océan, la cryosphère, donc j'ai déjà dit, il met en avant les effets en cascade, les questions d'irréversibilité, les besoins d'adaptation, voire de repli stratégique. Certaines régions ne seront plus habitables par rapport à ces conséquences. Et dans le cadre purement d'approbation des rapports du GIEC, il y a eu une attention très forte sur le constat scientifique, regardé à la loupe, des pressions toujours des mêmes pays pour ne plus faire référence au rapport sur 1,5 degré. Un mécanisme d'approbation qui a rendu le rapport plus clair, plus pertinent, plus lisible, avec des informations propres à chaque région. Et dans le cadre de la COP 25, donc qui devait avoir lieu au Chili, mais suite à des troubles sociaux qui a eu lieu en Espagne, constructif, pas vraiment de points clés repris dans la décision. L'expression de préoccupation croissante par rapport au décalage entre la gravité du constat et la faiblesse des efforts en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les différents pays. Mais ça a joué un rôle important pour que l'océan, la cryosphère, mais aussi les écosystèmes marins et liés à la cryosphère, rentrent dans la partie diplomatie dans le cadre des négociations climat. Vous avez peut-être suivi l'année dernière le One Planet Polar Summit, organisé par la France, pour mettre en avant les besoins de connaissances et de réponses pour tous ceux qui dépendent en fait des zones enneigées et englacées dans le monde.
Et puis une conférence internationale sur l'océan qui aura lieu l'année prochaine et qui vise en fait à pousser à des progrès sur l'objectif de développement durable, qui porte notamment sur la vie marine, qui est sous forte pression, destruction d'habitats, surpêche, pollution depuis les zones habitées, mais aussi changement climatique, et qui pose beaucoup de questions de gouvernance par rapport à l'océan, à l'ensemble des océans, mais aussi aux mers comme la Méditerranée par exemple. Dans les décisions internationales des négociations climat, la partie irréversibilité s'est peu propagée. Comment faire en sorte que le monde politique comprenne que si on tergiverse et qu'on accumule davantage de chaleur dans le système climatique, on n'aura pas que des conséquences immédiates, mais des conséquences retardées, avec le temps d'ajustement des glaciers, de l'océan profond, de la montée du niveau de la mer, et donc des implications lourdes à l'échelle de décennies et de siècles. Et on voit que là, même dans le mécanisme de bilan mondial de l'accord de Paris, ces aspects-là peinent à être reflétés. Ça nous dit des choses sur la manière dont le constat scientifique est reçu ou pas par des négociateurs et des décideurs politiques. Alors sur la partie physique du climat, on a essayé d'avoir une approche un peu nouvelle sur la structure du rapport. Alors moi je suis très fière que ça ait été souligné comme l'approbation d'un rapport du GIEC la mieux organisée de l'histoire. En fait on est passé en virtuel, il y avait les confinements, et donc au lieu d'être dans un même endroit, une salle de conférence, enfin un centre des congrès pendant une semaine, puis en général le week-end suivant, ça a été sur 2 semaines, et comme on devait travailler à travers les fuseaux horaires, on a été obligé de planifier terriblement pour permettre aux gens, à travers les différentes régions du monde, juste d'être réveillés au moment nécessaire pour pouvoir participer. Et donc cette planification plus forte, elle a permis vraiment de conclure l'approbation dans les temps. Mais en fait, les faits scientifiques sur le fonctionnement du climat, c'est pas ce qui est le plus politiquement sensible, et donc c'est aussi le moins catalyseur de tension. Donc les points de tension qu'on a notés dans ce cadre-là, c'est la manière dont on met des noms à des scénarios utilisés pour faire les projections futures. C'est un point sensible. Et c'est un point sensible parce que quand on creuse et qu'on regarde les scénarios socio-économiques, qui ensuite se traduisent par des émissions de gaz à effet de serre ou différentes formes d'exposition et de vulnérabilité, eh bien si on les regarde, si on regarde qui les développe, ce sont surtout des scientifiques dans les pays développés et en Chine. Les questions en fait d'équité, de justice sont peu présentes dans la manière dont ces scénarios sont construits. Et par exemple, dans les scénarios qui sont appelés soutenabilité maximum, on peut avoir des choses qui semblent aberrantes, comme la surface habitable par personne qui continue à augmenter aux États-Unis, alors qu'elle stagne en Inde. Et donc, à l'angle de l'équité, à l'angle de la perception, de la manière dont ces scénarios reflètent les aspirations au développement dans différentes régions du monde, on voit bien que c'est un point qui peut être sensible, même si ça ne change rien en fait à explorer toute une plage d'émissions de gaz à effet de serre et ce que ça implique sur l'état du climat planétaire. Mais c'est un point de tension. Ensuite, le deuxième point de tension, c'est responsabilité historique. Qui a contribué aux émissions de gaz à effet de serre jusqu'à maintenant? Les pertes et les dommages que ça cause, les besoins d'adaptation. Et ensuite, le climat futur, il va dépendre des émissions à venir. Si on arrêtait tout maintenant, il n'y aurait pas de réchauffement supplémentaire. Et donc, si l'on se focalise uniquement sur les changements à partir d'aujourd'hui, on fait peser de manière disproportionnelle l'accent ou l'effort sur les pays qui aujourd'hui ont le plus besoin d'accéder à l'énergie. Et donc c'est quelque chose qui, vu du point de vue des pays qui se sont industrialisés plus tôt ou plus tard, fait écho à des questions de justice, d'équité, dans la manière de regarder les responsabilités communes mais différenciées. Et enfin, le dernier point qui a été particulièrement sensible, c'est les différents types de sécheresse. On avait regardé les sécheresses agricoles, parce qu'on a un signal clair. Pourquoi? Parce que dans un climat qui se réchauffe, une banale période de manque de pluie, elle va donner lieu, avec plus d'évaporation, de transpiration, parce que l'air est plus chaud, à des sécheresses agricoles plus graves. Mais on a des sécheresses par manque de pluie météorologique, par manque d'eau dans les cours d'eau, les sécheresses hydrologiques ou dans les nappes, qui ont des impacts majeurs, en fait, selon les régions du monde. Et donc, ça a été un point très sensible. Et je veux juste, pendant que j'y pense, souligner à quel point l'eau, l'intensification du cycle de l'eau, plus intense, plus variable à mesure du réchauffement, c'est un vecteur de l'injustice climatique. Beaucoup d'activités industrielles, agricoles,
vont être particulièrement exposés et vulnérables aux situations d'inondation ou aux situations de sécheresse. Et donc c'est pour ça que l'information, la manière dont on fournit l'information, même sur le fonctionnement du climat ou les caractéristiques régionales, c'est perçu comme un point sensible par rapport à cet aspect au vecteur d'injustice climatique. Alors tout ça a conduit à ce que le Royaume-Uni, quand il a porté les négociations dans le cadre de la COP26, ait mis au cœur de son action diplomatique le volet scientifique. Assez impressionnant, et qui s'appuyait d'ailleurs sur, à l'époque au Royaume-Uni, le rôle notamment de Chief Scientist, présent dans le gouvernement britannique, qui a joué un rôle important dans la structuration de la réponse à la pandémie, et qui a été mis à bord de la préparation diplomatique des négociations, pour lesquelles vraiment l'idée était de mettre l'accent sur les éléments de connaissance scientifique, ce qui a donné lieu à une section sciences et urgences. Et enfin, donc plusieurs années après le rapport sur 1,5 degré, finalement les points clés de cette évaluation ont enfin intégré des décisions dans le cadre de l'accord de Paris, ce qu'implique un objectif climat en termes de trajectoire de baisse des émissions à horizon 2030 et en termes de à quel moment il faudrait atteindre au niveau mondial des émissions de CO2 à zéro net. Donc c'était la première fois finalement que les connaissances scientifiques qui relient un objectif à des moyens, entre guillemets, étaient reflétées dans le cadre des négociations. Ça avance, mais c'est long, vous voyez. Alors sur les rapports impact, adaptation et vulnérabilité, là où il y a eu le plus de participants, c'est la partie impact, vulnérabilité, adaptation en termes de représentants des différents pays. Ça s'est produit dans un contexte atroce, avec l'invasion de l'Ukraine, le rebond des émissions de gaz à effet de serre post-confinement Covid et des préoccupations majoritaires pour les pays qui portaient sur la sécurité d'approvisionnement énergétique, voire engrais, voire agricole, selon les régions du monde. Et donc, ce n'était pas un contexte favorable à une réflexion de transformation sur le long terme. L'urgence a pris le pas. Alors, ce qui est souligné sur ce rapport, c'est une meilleure intégration des volets, on va dire, liés aux écosystèmes et à la biodiversité, santé planétaire, et des dimensions sociales, notamment de la justice sociale. Et les points de tension ont porté sur, bien sûr, les pertes et dommages. Donc comment on rapporte, comment on mesure l'état des lieux sur les pertes et dommages, parce qu'il y avait des négociations pour faire rentrer cet aspect-là dans la gouvernance climat. Comment on mesure la vulnérabilité? Et il existe dans la communauté scientifique des cartes qui permettent de visualiser des indices de vulnérabilité, par exemple, par pays. Ça a été refusé. Parce qu'en fait, il faut aller plus finement qu'à l'échelle d'un pays et regarder au niveau territorial, regarder au niveau des communautés pour être plus juste sur ce qu'est la vulnérabilité. Pourquoi est-ce que c'est politiquement très sensible? Parce que ces métriques de vulnérabilité pourraient être prises en compte dans les fonds mobilisés pour l'aide à l'adaptation ou pour réagir post-catastrophe dans le cadre des pertes et dommages et du nouveau fonds qui a été mis en œuvre. Même les solutions dites fondées sur la nature ont été un point de tension, notamment parce qu'il y a le risque que certaines politiques climatiques conduisent à un accaparement des terres, freinant la libre utilisation des terres dans différentes régions du monde, et parce qu'il y a aussi besoin de solutions qui s'appuient sur des infrastructures en dur, pour l'eau, pour d'autres dimensions, et pas simplement sur les écosystèmes ou la nature. Et puis là où ça a été le point dur, c'est l'atténuation. Horriblement difficile, très lent. Des oppositions, notamment de tous les pays les plus dépendants des énergies fossiles, sur les changements transformateurs, que ce soit pour le financement, la gouvernance, le volet économique. À nouveau, les tensions sur la responsabilité historique et l'équité. Des vrais défis sur toutes les classifications. Comment on classifie les scénarios permettant de limiter le réchauffement à différents niveaux? Comment on classifie les pays? Des oppositions aux classifications classiques, pays développés, pays en développement, notamment par rapport au rôle de grands pays émergents comme la Chine. La Corée du Sud, aujourd'hui, est considérée comme un pays en développement. Donc on voit bien que ça n'est plus adéquat. Et donc ça pose des questions importantes, et d'autant plus quand on va regarder, selon les typologies de pays, de groupes de pays, là on a le plus de besoins de financement, parce que derrière, il y a aussi les priorités en termes de financement public et privé sur différents secteurs et différents pays.
Ça a été souligné que c'est plutôt un focus sur le volet solutions technologiques, y compris le fait d'éliminer le CO2 de l'atmosphère et le stocker à long terme, qui est considéré comme faisant partie de l'atténuation. Mais il y avait un nouvel volet sur la partie sociale, demande, mode de vie, qui a été aussi très difficile lors de l'approbation de ce rapport. Par exemple, la notion de sobriété n'est pas quelque chose qui est nécessairement souhaité comme un des leviers d'action de la décarbonation dans certaines régions du monde. Et puis du coup, en fait, les pays, quand ils veulent affaiblir un constat, le diluer, ils rajoutent des mots, ils trouvent des expressions très sophistiquées qui sont introduites pour trouver un consensus sur les formulations, de sorte à quand même avoir un document reconnu par tous. Et donc, il y a besoin quasiment d'une traduction inverse sur le résumé pour décideurs de ce rapport, sur tous les aspects, par exemple, système alimentaire ou énergie fossile, où à chaque fois qu'il y a mention de sortie des énergies fossiles, il a été nécessaire d'ajouter sans abattement, vous savez, avec l'idée qu'on puisse enlever le CO2, le stocker à long terme, et donc les utiliser sans émettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Sur le papier, c'est vrai, en réalité, c'est pas ce qui se passe. Mais du coup, ça rend la lecture très difficile. Donc si vous voulez lire celui-là, lisez directement le résumé technique. Il est à peine plus long. Après approbation, il est beaucoup plus clair. Et donc, quand on arrive à la synthèse, on avait en fait un processus d'approbation de la synthèse basé sur tout le reste, horriblement lent. Ce qui a été souligné, c'est que finalement, ce qu'on voit, c'est à la fois la gravité de la situation actuelle, l'urgence à changer d'échelle dans l'action par rapport à des futurs qui seront très difficiles à gérer, la grande panoplie de solutions qui existent, qu'on peut mettre en œuvre maintenant, de sorte à pouvoir renforcer l'adaptation, la gestion de risques et décarboner. Mais malgré cela, il y avait une vraie difficulté sur le processus d'approbation. Comme il a été très long, plein de délégués, et notamment les petites délégations de pays en développement, ont dû quitter la réunion avant la fin. Donc ils ont évidemment contesté le processus, n'étant pas présents jusqu'à la fin. Et puis, le décalage a fait que ce rapport de synthèse, finalement, il est un peu déconnecté de la situation géopolitique la plus récente. Par exemple, il ne fait pas du tout mention de ce qu'implique la militarisation croissante par rapport à l'action pour le climat. Alors qu'à budget gouvernementaux constants, on voit bien que c'est quelque chose qui a des effets. Et donc ça a conduit à des appels à des changements structuraux pour le GIEC, et je vais dévoiler là où on en est. Dans le cadre des sessions plénières du GIEC, des freins, notamment de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, à tout changement structurel. Donc c'est parfois une technique pour décrédibiliser une institution, de s'opposer à toute transformation des procédures et des pratiques, avec l'espoir que ça la rendra un peu obsolète, un peu décalée par rapport aux besoins de connaissances réactifs, multiples, qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis, donc, dans le premier bilan mondial de l'accord de Paris, donc, il y a eu un ensemble de points de ces rapports qui ont été reflétés, avec notamment le décalage entre les besoins d'adaptation, ce qui est réellement mis en œuvre, les besoins pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les engagements et leur mise en œuvre, donc un double gap, les besoins par rapport au financement et la situation qui n'est pas satisfaisante. Sur les avancées qui ont été soulignées, c'est notamment le fonds pertes et dommages, vous en avez peut-être entendu parler, donc quelques centaines de millions d'euros que certains pays acceptent de mettre sur la table pour aider les plus fragiles, juste à reconstruire post-catastrophe. Pour donner, il y a un facteur de plusieurs ordres de grandeur entre ce qui serait nécessaire et ce qui est mis sur la table. Et juste pour fixer les idées, ce que les pays ont accepté de mettre pour ça, c'est l'équivalent du salaire des 3 footballeurs les mieux payés au monde. D'accord ? Pour reconstruire post-catastrophe dans les pays les plus fragiles. Donc on voit qu'il y a des choses qui avancent, mais pas à hauteur des enjeux. Donc rien ou très peu sur l'irréversibilité, y compris sur le fait que si on tergiverse à réduire les émissions, on aura en fait des vitesses et des ampleurs de montée du niveau de la mer de plus en plus importants, pas reflétés. Les transformations du système alimentaire pas reflétées, et je pense que c'était sous pression de l'administration Biden américaine que la notion en fait d'agriculture régénératrice est rentrée dans les formulations. Alors c'est rigolo parce qu'en fait dans les rapports du GIEC, agriculture régénératrice, il n'y a pas de définition. On a des définitions de ce que c'est l'agroécologie par exemple, ou d'autres termes utilisés dans le monde scientifique et technique. Et donc on voit encore une fois comme l'abattement par rapport aux énergies fossiles, l'introduction de termes dans le cadre des négociations qui visent en fait à laisser une plage
pour des pratiques qui ne sont pas forcément les plus efficaces. Et donc toujours pas de but quantitatif à horizon 2030. Quelques termes flous, les énergies fossiles, les énergies de transition. Donc est-ce que vous savez ce que c'est une énergie de transition? En fait, ça veut dire qu'on va utiliser plein de gaz fossiles. Mais si ça remplace du charbon, c'est moins pire que du charbon, en gros. Et donc, c'est laisser la place, en fait, à l'utilisation d'énergies fossiles dans le cadre de la décarbonation, notamment à l'angle de la dépendance économique et sociale aux énergies fossiles qui est présente dans le monde actuellement. Alors j'aime bien cette phrase, c'est donc le docteur Sultan Al-Jaber, donc, qui est formé par la recherche et qui a piloté la COP28 après avoir joué un rôle important dans la compagnie pétrolière Emirati. Donc ensemble, nous avons confronté les réalités, nous nous sommes confrontés aux réalités, nous avons mis le monde dans la bonne direction et nous avons un plan d'action robuste pour laisser l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré à portée de main. Et c'est un plan qui est piloté par la science. Alors, qu'est-ce que ça a donné la COP28? Ça a donné en fait l'esquisse de ce qu'est une transition énergétique. Alors il manque des objectifs chiffrés, il manque des financements, mais en tout cas ça esquisse ce qu'est une transition énergétique à engager vers des émissions net zéro de CO2 et une baisse des émissions de méthane uniquement du système énergétique. Donc vous avez en noir les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, la baisse c'était la pandémie, c'est reparti à la hausse depuis. En bleu foncé, vous avez ce qui est attendu des politiques mises en œuvre dans les différents pays du monde. Là, donc le cadre qui existe, réglementaire, législatif et tout le reste. Et puis en bleu, vous avez ce qui était impliqué par les promesses faites dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. En vert clair, vous avez les trajectoires qui permettraient de limiter le réchauffement à 1,5 degré, une baisse quasiment de moitié à horizon 2030 des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est que sur les avancées de la COP28, c'est essentiellement le carré bleu. C'est-à-dire que ça a permis, par rapport à la situation actuelle, de construire les conditions d'une baisse significative des émissions liées aux énergies fossiles, notamment par un doublement de l'efficacité énergétique et un triplement du déploiement des renouvelables. C'est vraiment les avancées les plus remarquables de la décision de la COP28. Mais vous pouvez quand même noter le décalage entre cet engagement-là, qui est tenable avec ce qui a été mis sur la table, et puis l'ampleur de la diminution qui serait nécessaire à horizon 2030. Et donc si on regarde où on en est vis-à-vis des implications de l'action pour le climat dans le monde actuel et des engagements, qu'est-ce que ça donne pour le réchauffement en fin de siècle? Donc sur la base de ce qui est mis en œuvre, les politiques et les actions, on irait vers une estimation autour de 2,7 degrés en fin de siècle, mais avec une large plage sur la manière dont on traduit en fait ces différentes politiques et actions qui restent importantes, et on ne peut pas exclure plus de 3 degrés en fin de siècle dans le monde. Ça veut dire 4 en France. Ensuite, si on ne prend que les objectifs 2030, ce serait 2,5 degrés. Si on prend en plus les objectifs de long terme, qui ne sont pas traduits par des actions à court terme, ça pourrait être autour de 2,1 degrés. Et la lecture la plus optimiste de tout, c'est-à-dire si toutes les promesses se réalisaient, on n'est vraiment pas là-dessus. Il n'y a pas les financements, il n'y a pas le cadre qui permettra sa mise en œuvre, ce serait vers 1,8 degré en fin de siècle. Donc à retenir, il y a une action pour le climat, elle s'appuie sur des éléments scientifiques, elle avance. Les scénarios de très fortes émissions de gaz à effet de serre sont aujourd'hui considérés pour le CO2 comme peu plausibles. On est plutôt vers une stagnation des émissions ou une légère baisse. Et l'enjeu, c'est d'arriver à aller plus vite et construire les conditions d'une forte baisse des émissions de gaz à effet de serre. Plus on tergiverse sur ce volet, plus le climat va changer, plus on aura besoin d'adaptation, plus on aura, lorsque les limites sont dépassées, des pertes et des dommages. C'est vraiment ce qui est devant nous en termes d'action pour le climat. Donc au début de mon expérience pour le GIEC, il y avait un cadre très constructif sur la soutenabilité. Les objectifs de développement soutenable qui ont été formulés, le nouvel agenda urbain, un point très important, vu l'urbanisation qui a lieu à grande échelle et très vite, notamment dans les pays du Sud, l'accord cadre de Sendai par rapport au risque de catastrophe, et puis l'accord de Paris sur le climat. Autres éléments de contexte intéressants,
Donc le GIEC avait co-organisé avec les organisations des grandes villes tout un colloque autour des villes et de l'action pour le climat, qui d'ailleurs va donner lieu à un rapport spécial du GIEC à venir sur les villes et le changement climatique. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit que les acteurs ne sont pas les mêmes. Ce pas les mêmes questions de gouvernance à l'échelle des villes. Elles ont des moyens, elles concentrent des capacités, elles peuvent attirer des financements. Et c'est là où on peut articuler adaptation et atténuation, avec une conscience parfois plus aiguë de l'exposition ou de la vulnérabilité qu'aux échelons nationaux. On avait fait un travail commun, biodiversité et changement climatique, avec l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui s'appelle l'IPBES. Comment on articule une action pour le climat avec la protection des écosystèmes et de la biodiversité. Donc l'action pour le climat, elle est importante pour le vivant, mais elle peut aussi se faire au détriment du vivant. Et on voit bien les questions posées, par exemple, par le développement des renouvelables, qui peuvent rentrer en concurrence avec les terres agricoles, qui peuvent rentrer en concurrence avec les aires protégées. On voit aussi que si on veut utiliser beaucoup de biomasse pour décarboner, on va exercer une pression supplémentaire sur l'utilisation des terres, qui peut être néfaste sur des pratiques d'agroécologie ou la conservation d'écosystèmes. Donc ces interfaces-là commencent à être explorées, et on a eu d'ailleurs le protocole de Kunming et Montréal sur le cadre mondial pour la biodiversité, qui a été finalisé en 2023. Et puis la question de l'action pour le climat, c'est aussi une question en fait qui touche à la culture, au patrimoine, l'héritage. Et donc on avait travaillé avec l'UNESCO et ICOMOS autour du patrimoine au sens large, matériel, immatériel. Mais force est de constater que les ministères de la Culture se sont généralement peu appropriés ces enjeux-là, et que même on a des conflits croissants entre ce qu'est préserver le patrimoine, notamment bâti, et certains aspects de transition écologique. Vous avez peut-être entendu parler des architectes des bâtiments de France qui, en fait, essaient de préserver les patrimoines hérités de l'histoire et qui, parfois, sont perçus comme un frein sur le déploiement de renouvelables ou l'amélioration de la performance de certains bâtiments. Donc on est sur des choses qui, finalement, montrent les tensions plutôt que construire une action plus résolue. Et donc, un des points clés du rapport de synthèse du GIEC, c'est que, voilà, en fait, on est sur une fenêtre étroite d'opportunités pour permettre un développement qui soit résilient face au climat, pour aller vers la neutralité carbone, pour atteindre les objectifs de développement soutenable. Et en permanence, on est devant des chocs, des crises extérieures, en plus, ou des renoncements qui vont fermer des opportunités. Donc ce graphique, en fait, il est vraiment intéressant parce que pour les scientifiques, parfois, il parle peu. On a l'impression d'une espèce de diagramme de spaghetti. Mais pour la plupart des décideurs, c'est comme ça qu'ils voient leurs décisions au fur et à mesure du temps. Ils n'ont pas toutes les connaissances de toutes les implications de leurs décisions. Ils naviguent en permanence devant beaucoup d'incertitudes. Mais souvent, ce qu'ils auraient besoin d'avoir, c'est comprendre en quoi cette décision va ouvrir des possibilités ou en verrouiller d'autres. Et donc, c'est aussi une façon d'illustrer le besoin de connaissances qui vont éclairer les prises de décision devant beaucoup d'autres défis, je ne sais pas, compétitivité économique, sécurité énergétique, emploi et action pour le climat. Alors, si on reprend la chaîne causale, donc changement socio-économique, effet sur les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres, la qualité de l'air, politique ou pas de réduction des émissions de gaz à effet de serre, efficace ou pas, ça va affecter le climat en fonction de la réponse du climat, du cycle du carbone. Ça va façonner le niveau de réchauffement planétaire. Et en fonction du niveau de réchauffement planétaire, ça va changer les caractéristiques climatiques dans chaque région du monde. Le climat moyen, saisonnier, l'occurrence, l'intensité d'événements extrêmes, ce qu'on appelle les facteurs climatiques générateurs d'impact, qui vont interagir dans chaque contexte avec les vulnérabilités, les expositions. Et donc on a ajouté au graphique habituel de risques les réponses. Nos réponses peuvent créer de nouveaux risques. Par exemple, si on augmente la pression sur les terres, on ajoute des risques dans ce secteur-là. Et si nos réponses permettent de réduire les vulnérabilités, les expositions ou parfois les aléas, on va permettre de réduire les risques. Et donc, quelles sont en fait les boucles, les interactions entre l'expérience vécue de ces impacts du changement climatique, la manière dont ça affecte ou pas les changements socio-économiques,
ça fait partie en fait de l'ensemble des interactions à regarder pour l'action pour le climat. Alors je reprends ma casquette de climatologue. On est devant un contexte qui change, on est devant un climat qui change vite. Pour ma propre communauté, qu'est-ce que ça demande? Ça demande, par exemple, d'être capable de réactualiser les connaissances rapidement. Et donc là, en fait, tous les ans maintenant, on prend les indicateurs clés de l'influence humaine sur le climat, les émissions de gaz à effet de serre, leur concentration dans l'atmosphère, comment ça affecte le bilan d'énergie de la Terre, comment ça affecte le niveau de réchauffement dû à l'influence humaine, et même la marge de manœuvre qui nous reste si on voulait limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc ça, maintenant, on est capable de le faire tous les ans. Il y a d'autres choses qu'on n'est pas capable de faire tous les ans. Par exemple, ce que l'on voit actuellement, c'est dans beaucoup de régions du monde, une dégradation des forêts. Donc des forêts avec une mortalité d'arbres qui augmente, avec des conditions chaudes et sèches, des forêts en fait avec davantage de ravageurs qui entraînent un dépérissement, une baisse du puits de carbone forestier, en France quasiment divisé par 2 en 10 ans, ou des émissions massives liées à des incendies de forêt. Comment on rentre ça dans notre compréhension de ce qu'on peut faire, des réponses qu'on peut apporter face au changement climatique, voire de la viabilité du stockage de carbone sur les terres? On n'a pas encore de mécanisme qui permet de l'intégrer suffisamment rapidement. Et puis je vous passe parler des conséquences à long terme. Est-ce que vous savez quelle montée du niveau des mers, sur plusieurs siècles, on a déjà acté? Donc le niveau des mers a monté de 20 cm depuis 1900. Il monte de 4 mm par an actuellement, ça accélère. Si on arrêtait tout demain, toutes émissions de gaz à effet de serre, simplement par l'ajustement des glaciers, du Groenland, de l'Antarctique, au climat actuel, et la propagation de la chaleur en profondeur dans l'océan, qu'est-ce que ça pourrait faire? On estime que c'est de l'ordre du mètre de montée du niveau des mers sur plusieurs siècles. Bien sûr, on n'arrête pas tout demain. On va continuer à émettre des gaz à effet de serre. Et à mesure de ce qu'on va émettre, ce mètre sera atteint plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. C'est déjà inexorable, mais plus d'émissions à venir, ça veut dire que ce sera atteint plus tôt. Donc ça, on a besoin de le réactualiser, et pour l'instant, on n'a pas de mécanisme pour le faire. Pourquoi c'est important? C'est important pour des infrastructures critiques à longue durée de vie, sur les littoraux, par exemple. Les grandes villes littorales, l'anticipation pour les grands deltas. Cette question, en fait, de très long terme, ce n'est pas une question de gouvernance immédiate, mais c'est une question parfois d'habitabilité de certaines régions pour lesquelles cette information est pertinente. Alors si on regarde les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, on voit qu'elles continuent à augmenter, mais moins vite. C'est notamment le cas pour les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles et les émissions de CO2 liées au changement d'utilisation des terres, les courbes en violet et en vert. Vous pouvez voir sur les dernières années, on est presque sur une sorte de plateau, une augmentation lente, modulo notamment l'effet pandémie de Covid-19 et rebond après la pandémie. Ça augmente légèrement, mais beaucoup moins vite qu'avant. Par contre, pour les émissions de méthane, de gaz fluoré ou d'oxyde nitreux, ça continue à augmenter fort. Donc on voit en fait, et c'est souvent repris de cette manière-là, à quel point on est sur une décennie critique où l'enjeu maintenant, c'est d'arriver à infléchir cette trajectoire d'émissions, tout particulièrement pour le CO2, et construire les conditions d'une baisse nette et le fait de pouvoir atteindre des émissions dues aux activités humaines à zéro net. Ça veut dire réduire les émissions, renforcer les puits, voire être capable d'éliminer du CO2 de l'atmosphère, sachant qu'en plus, plus le climat change, plus la partie de ces émissions qui est reprise par la végétation, 31%, et l'océan, 24%, pourrait perdre en efficacité. Un océan plus chaud, un océan qui s'acidifie, qui perd de l'oxygène, sera un puits de carbone un peu moins efficace, et une végétation qui fait face à un changement qui change, à un climat qui se réchauffe beaucoup, pourrait aussi perdre en proportion des émissions absorbées pour un réchauffement important. Alors, si on prend le niveau de réchauffement planétaire, où est-ce qu'on en est? Donc, le réchauffement observé à la surface de la Terre, j'ai pris un seul des jeux de données ici. Vous le voyez année après année, par rapport au climat de 1850-1900. Vous voyez en fait cette tendance à l'augmentation qui est due aux activités humaines, à laquelle se superpose la variabilité naturelle du climat.
Ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est perçu. Par exemple, au début des années 2010, la variabilité naturelle du climat, plus d'événements La Niña, moins d'événements El Niño, donnait l'impression d'une pause du réchauffement planétaire. Plus de sentiment d'urgence, sur juste la base de quelques années. Et puis 2023-2024, 2 années El Niño, la variabilité naturelle du climat joue dans le même sens que la tendance due à l'influence humaine, 2 records de température à la surface de la Terre. Pour certains, ça donne l'impression que le réchauffement accélère, voire est hors de contrôle. Ce n'est pas le cas. Donc il faut bien comprendre que c'est une variabilité naturelle qui se superpose à une tendance due à l'accumulation de chaleur et aux rétroactions climatiques. Et donc si on prend la dernière décennie, donc 2014-2023, le niveau de réchauffement observé est à peu près 1,2 degré, et c'est égal à ce qui est attribué à l'influence humaine. Si vous prenez la toute dernière année d'analyse, 2023, le réchauffement dû à l'influence humaine, c'est 1,3 degré, mais ponctuellement, on était à plus de 1,4 parce qu'on avait la variabilité naturelle en plus. Donc il y a ce besoin quand même de diagnostic. On n'est pas encore dans un monde 1,5 degré plus chaud, c'est déjà arrivé sur plusieurs mois, ça va arriver de plus en plus. Ce sera le cas probablement pour l'année 2024, c'est une année. Au sens climat, on regarde sur 10, 20 ans. On s'attend à ce que ce soit le cas en moyenne sur 10, 20 ans au début des années 2030, qu'on atteigne ce niveau de réchauffement planétaire. Alors, le besoin de mise à jour régulière de l'état des connaissances, c'est aussi par rapport aux événements extrêmes à fort impact. Donc, toutes les hexagones, c'est des régions du monde. Là où c'est apparaît en rouge, c'est là où on observe une intensification des extrêmes chauds attribués au changement climatique dû à l'influence humaine. Pareil pour les plus extrêmes, là où c'est en vert, c'est là où on discerne que cette intensification des plus extrêmes est due à l'influence humaine sur le climat, pas de la variabilité naturelle. Et sur les sécheresses agricoles, ce sont toutes les régions qui apparaissent en jaune. Vous pouvez voir en fait qu'il y a des régions en gris. Les régions en gris sont des régions où les impacts existent, affectent les activités humaines, souvent des régions fragiles, vulnérables. Les données météorologiques existent, mais on a un manque d'analyse, on a un manque de diagnostic, donc de capacité à mobiliser les recherches en climatologie pour ces régions qui peuvent être particulièrement exposées et vulnérables. Et donc, on a depuis un moment un certain nombre de projets comme World Weather Attribution ou bien Climate Meter, où en fait on va mobiliser différentes méthodes, regarder des événements extrêmes à fort impact et poser un diagnostic. Est-ce que c'est juste de la variabilité naturelle, un manque de précipitation qui s'est déjà produit, qui se reproduira, qui n'est pas dû à l'influence humaine sur le climat? Est-ce qu'on peut discerner en quoi ça a été rendu plus probable, plus intense, du fait de l'influence humaine sur le climat? Si c'est le cas, c'est pertinent. Ça permet de comprendre en quoi les responsabilités sur le réchauffement provoquent des dommages. Ça permet aussi de mieux anticiper des événements qui vont être amenés à s'intensifier par la suite, en tirant les leçons de l'expérience vécue, des limites aux capacités de réponse à l'adaptation. Alors ce qui est très frappant si on regarde les études récentes, c'est qu'on a des attributions, notamment sur les conditions propices aux incendies, qui concluent que la probabilité au Canada de feux intenses a doublé du fait du réchauffement. C'est également le cas dans 2 régions qui n'avaient pas été étudiées avant, sur des pluies extrêmes et des inondations à fort impact, comme récemment du côté par exemple du Sahel, et puis sur un ensemble de sécheresses, y compris notamment autour du bassin méditerranéen, ou bien en Amérique centrale, ou sur la Corne de l'Afrique. Et je vous ai ajouté une étude très récente sur la tempête Boris, qui actuellement cause des inondations massives en Pologne, en République tchèque, en Autriche, en Roumanie. C'est une méthode un peu simplifiée qui regarde juste le type de circulation atmosphérique et la quantité de pluie par rapport à des événements similaires passés, et qui conclut très rapidement, quasiment à l'échelle de la prévision météo, que la quantité de pluie a augmenté d'environ 20% du fait de ce climat plus chaud, qui permet à l'atmosphère de contenir plus d'humidité. Donc ce n'est pas le changement climatique qui provoque l'événement, mais quelque part il dope en fait ses conséquences. Et ce qui nous manque, c'est la capacité à tracer cela plus largement. En quoi ça affecte les impacts?
comment ça interfère avec la gestion de risque ou l'adaptation mise en œuvre et son efficacité. Par exemple, on a des vagues de chaleur qui s'intensifient, mais on a des plans canicules. Qu'est-ce que ces plans canicules permettent d'éviter comme impact? Est-ce qu'ils ciblent bien les populations les plus fragiles? Comment on mesure leur efficacité? Et ça, en termes d'action pour le climat, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement poser un diagnostic sur un événement d'un point de vue physique du climat, mais c'est être capable d'utiliser cet événement pour s'interroger sur les réponses mises en œuvre localement et leur adéquation pour réduire les risques. Et on a des questions ouvertes. Donc, par exemple, par rapport au récent rapport du GIEC, donc la partie physique du climat, on s'était arrêté sur une littérature jusqu'en 2019, et on a commencé à avoir quelques années avec une très faible extension de glace de mer autour de l'Antarctique. Est-ce que c'est un nouvel état de la glace de mer? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce recul marqué de la glace de mer antarctique? On l'attendait dans les projections climatiques, on ne le voyait pas. Peut-être masqué par la variabilité naturelle ou la complexité des processus. Qu'est-ce que ça va impliquer pour la protection des écosystèmes, comme par exemple certaines espèces endémiques qui n'existent qu'en Antarctique, qu'on s'est engagé à protéger dans le cadre des traités internationaux ou le traité de l'Antarctique? Qu'est-ce que ça va impliquer, y compris de risques irréversibles? Et là, on n'est pas réactif. On est très lent, en fait, même quand on a une situation très visible de ce type-là qui se produit, parce qu'on n'a pas nécessairement les outils de la recherche dans lesquels on a confiance pour apporter des réponses à ces questionnements. Deuxième exemple, vous avez là les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre du Canada. Donc en gris, les émissions brutes, notamment liées aux énergies fossiles, au ciment. Et puis vous avez en vert le puits de carbone des forêts gérées. Pas les forêts naturelles, hein, les forêts gérées. Et le point ici montre les émissions liées aux feux de forêt sur les forêts dites gérées uniquement pour l'année 2023. Ça explose complètement l'inventaire d'émissions du Canada. C'est quasiment autant que les émissions de l'Inde, en fait, hein, sur une année. Et donc, quel va être le devenir des puits de carbone des forêts? C'est une question importante, notamment parce qu'on a un ensemble de mécanismes dans les négociations internationales pour le climat, où, par exemple, on a tendance à vouloir vendre des crédits carbone. Donc, par exemple, un pays qui a des forêts va décider que ces forêts, il les gère, et donc vendre des crédits carbone à un autre pays qui aura du mal ou qui ne voudra pas réduire ses émissions. La Suisse, par exemple, un pays très riche, a recours à des crédits carbone pour afficher une baisse de ses émissions de gaz à effet de serre. Mais si, en fait, on a des situations de ce type qui se répètent, ça sape, en fait, toute la crédibilité de l'action pour le climat par rapport, en fait, à la non-permanence du stockage de carbone dans les terres. Est-ce que vous suivez la littérature scientifique sur le climat? Est-ce que vous faites un peu de veille sur Scholar Google ou autre, Web of Science et tout le reste, sur des sujets qui vous intéressent? C'est pas facile, hein? Donc si on regarde en 2000, avec le thème Climate Change, il y avait 3-4 000 publications scientifiques par an dans les bases de données. Au début du 6e cycle du GIEC, quasiment 30 000. 2023, ça a doublé. La communauté scientifique, elle n'est pas terriblement plus nombreuse. Elle se diversifie. En fait, on a différents secteurs d'activité qui travaillent sur les questions liées au changement climatique. On a de nouveaux scientifiques dans différentes régions du monde. Mais vous voyez le défi. Donc ça pose aussi la question d'avoir des publications de qualité, j'insiste dessus, mais aussi qu'est-ce qu'on est capable de faire collectivement pour digérer cette masse de connaissances et en distiller les points clés, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une région, y compris par exemple de ce qui sort des travaux du secteur privé sur les services climatiques. Quand on a des nouveaux éléments, parfois contradictoires, comment est-ce qu'on est capable collectivement de digérer cela pour y donner sens? Et vous avez peut-être suivi la presse généraliste en fait, quand elle traite la question de l'Antarctique et de la montée du niveau de la mer, elle va refléter une étude qui va vous dire « Ah, on a peut-être passé un point de bascule » et l'autre qui dit « Non, ce n'est pas encore le cas ». Quelle image on s'en fait? Comment on y donne sens? Comment on communique vers la société l'état des lieux sur des sujets particulièrement délicats parce que la recherche, elle se fait. Et donc, comment on arrive à faire un pas de côté et simplement avoir un cadre pour dire bah, ces études, elles semblent incohérentes, mais elles regardent des choses parcellaires, elles ne sont pas irréconciliables, et voilà l'image qu'elles donnent ensemble. Et ça, je pense que le pas de temps entre les rapports du GIEC tous les 7 ans, c'est pas suffisant, en fait. Hein. Sur certains sujets sensibles,
On a besoin d'être capable de le faire pour fournir à la société un état des lieux. Et donc, ça pose aussi la question des compétences. Comment on forme une jeune génération de scientifiques à cette réactualisation de l'état des connaissances? Quelles sont les thématiques, vous, qui vous intéressent, sur lesquelles vous seriez prêt à mettre le paquet, parce que ça vous aidera à vous approprier cet état des connaissances, et ce sera utile pour l'action pour le climat. Alors, je voulais souligner les aspects qu'on a peu abordés dans le 6e cycle d'évaluation du GIEC. Par exemple, les facteurs climatiques générateurs d'impact pour la biodiversité, les écosystèmes, mais aussi la santé humaine. On n'a pas été très bon. La vélocité, le déplacement des aires climatiques, mais aussi les conditions favorisant des vecteurs de maladies et leur déplacement, leur émergence. Ça a été finalement assez peu évalué dans le 6e rapport du GIEC. On a mis l'accent sur la partie agricole, alimentaire, c'est clair. Sur les cultures d'arbres, on a regardé essentiellement la vigne, qui est un peu intermédiaire, mais les autres cultures d'arbres, café, graines, EVA et autres, l'évaluation, en fait, elle n'est pas complètement approfondie, alors qu'en fait, c'est à la base de beaucoup de chaînes de valeur, de beaucoup de chaînes économiques. Là, c'est quelque chose qui mérite d'être creusé. Pourquoi? Parce que quand vous avez le climat qui se réchauffe, les aires propices à ces cultures se déplacent. On va parfois avoir envie de les faire remonter en altitude pour conserver les mêmes conditions, mais souvent en altitude, ce sont des aires protégées. On essaie de conserver des écosystèmes moins sous l'influence humaine. Du coup, on peut avoir des conflits avec les méthodes de conservation qui ont été mises en œuvre, par exemple. Le volet tourisme a été souligné par les acteurs scientifiques de ce secteur comme manquant, très clairement. Et le tourisme, c'est quoi? C'est des bâtiments, c'est du transport, c'est une activité économique dont dépendent beaucoup de régions, qui peut être un vecteur d'émissions de gaz à effet de serre, qui peut être un vecteur d'exposition aux aléas climatiques. Si on urbanise le littoral pour le tourisme, on urbanise dans des zones qui seront exposées à la montée du niveau de la mer. Même chose en montagne et dans d'autres contextes. Donc ces aspects-là ont été assez peu développés. Et puis tout le travail sur l'atténuation, comment on décarbone dans les différents secteurs d'activité, est souvent fait comme si le climat ne changeait pas. Essentiellement à l'angle des nouvelles technologies et de la gouvernance, voire parfois les styles de vie. Quelles vont être les contraintes d'un climat qui se réchauffe sur la capacité d'atténuation? Si vous devez avoir un repli stratégique d'une ville côtière, qu'est-ce que ça implique sur le stockage de carbone dans les sols, sur la demande de béton, en fait, pour le déplacement de l'infrastructure, sur les ressources qu'on pourra allouer aussi à la décarbonation? Ces points-là, en fait, sont quasiment pas encore disponibles dans la littérature scientifique, technique, socio-économique. On est dans un contexte, et vous l'avez vu, de conflits armés à grande échelle, qui entraînent des destructions de villes, d'infrastructures, des dommages sur les écosystèmes, les zones humides, les cours d'eau, les forêts. Qu'est-ce que ça implique, en fait, sur les puits de carbone, sur les expositions, les vulnérabilités au changement climatique, quand vous n'avez plus d'infrastructures pour l'eau? Les émissions du secteur militaire, qu'est-ce que ça implique? Comment mieux les intégrer? Et les investissements dans la militarisation, au niveau des dépenses publiques, qu'est-ce que ça implique en termes de ressources pour l'action pour le climat? C'est un sujet d'actualité. Et puis le dernier volet qui a été peu abordé, c'est finalement sur la transformation concrète. Mais en fait, on a des ressources qui existent, notamment issues des sciences de gestion. Et cet aspect-là, étonnamment, est assez peu reflété dans l'évaluation des rapports du GIEC. Et c'est des choses d'opérationnalisation dans les entreprises, dans les administrations, la conduite du changement, en fait, dans la pratique, dans la comptabilité, dans la mise en œuvre, dans les cahiers des charges, par exemple. Là, il y a encore des choses à faire pour agir efficacement pour le climat. Et donc, on change de contexte. Donc, pour le prochain cycle du GIEC, 2023, et on ne sait pas quand il va se finir, parce que ça n'a pas encore été décidé, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord, si les rapports du GIEC doivent être disponibles avant le 2e bilan mondial de l'accord de Paris, ce que souhaitent les scientifiques, ou après. Donc pour l'instant, ça n'a pas été encore défini, et donc on est dans un contexte où on sait qu'il y a des progrès insuffisants sur les objectifs de développement durable, une intensification des impacts directs et indirects du changement climatique, et encore des effets de la pandémie, les implications des conflits, dans certains contextes, une augmentation d'inégalités, la montée de replis nationalistes, d'approches populistes, une polarisation croissante qui peut saper aussi la cohésion sociale et l'action pour le climat.
ne serait-ce que dans la vie électorale et au niveau des gouvernements. Et puis on a aussi une désinformation sur tous les aspects qui nuisent à la confiance dans les faits scientifiques, en fait, où on peut opposer une opinion et puis un état des lieux scientifique, notamment sur les réseaux sociaux. On est aussi dans un contexte où on a besoin d'avoir des scénarios qui soient plus plausibles, qui tiennent compte de l'équité, mais aussi des contraintes biogéophysiques, la biomasse qui sera disponible, l'eau, ça va être des contraintes fortes sur ce qu'on sera capable de faire. Et en France, par exemple, la stratégie nationale bas carbone, qui est en train d'être réactualisée avec du retard, elle bute sur la biomasse. C'est-à-dire le scénario de décarbonation de la France ne boucle pas sur l'utilisation de la biomasse par rapport aux différents espoirs de ressources qui sont en fait limitées. Comment être réactif sur des surprises? Comment mieux évaluer l'efficacité de l'action pour le climat? Donc ça pose la question en fait de l'intégrer notamment dans les sciences de la soutenabilité par rapport à l'océan et ses ressources, l'utilisation des terres, de l'eau, les villes et puis tous les nexus entre ces différents aspects. Quand on travaille pour l'action pour le climat, puisque c'est ce que vous souhaitez faire, pour qui travaillez-vous? Est-ce que vous allez travailler pour le monde économique, puissant, influent? Est-ce que vous allez travailler pour les villes, les pays les plus riches? Comment faire en sorte d'avoir des ressources pour aider à l'action pour le climat dans les zones les plus vulnérables, ce qu'on appelle les points chauds climatiques, pour les écosystèmes? Comment anticiper des contraintes ou des limites dures dans chaque contexte? L'eau disponible, la biomasse, l'utilisation des terres, mais aussi avec des écosystèmes dégradés, la perte de leurs services. Et puis face, par exemple, à l'augmentation des mouvements de terrain en montagne, ou bien face à la montée du niveau de la mer, il y aura besoin de repli stratégique. Quel appui à cela? Quelle éthique? Parce que les rapports de force vont être très nombreux par rapport à la manière d'accompagner, le fait de déplacer des infrastructures, des services publics, des habitations, des conditions d'opération pour les entreprises. Ce sont des nouvelles questions. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on va vers un monde 1,5 degré plus chaud et on y va vite. Donc ça pose aussi la question de le fait de ne pas avoir réussi à réduire suffisamment les émissions pour stabiliser à ce niveau-là. Donc on va le dépasser. Mais est-ce qu'on sera capable de revenir en arrière? Et si on dépasse ce niveau de réchauffement d'une manière brève ou à long terme, avec un dépassement peu intense ou très fort, qu'est-ce que ça va impliquer sur les risques supplémentaires immédiats, sur les conséquences irréversibles? Qu'est-ce qu'on va acter, comme montée du niveau de la mer, par exemple, ou perte de glaciers? On n'a pas les connaissances, en fait, pour répondre à ces questions. Revenir en arrière après avoir dépassé un niveau de réchauffement, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de faire le ménage. Littéralement, c'est-à-dire d'enlever le CO2 qu'on aura mis dans l'atmosphère et le stocker à très long terme d'une manière sûre. Est-ce qu'on sera capable de le faire? À quel coût? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de réduire les émissions plus vite? Donc on est aussi sur des enjeux entre générations, sur les conséquences du manque d'action pour le climat aujourd'hui, sur les implications à plus long terme, et même sur ce qui va être compris des objectifs climatiques. Et si vous dites, on n'a pas réussi à limiter le réchauffement à 1,5 degré, comment est-ce que c'est compris? C'est pas grave, on laisse filer, puis ce sera 2 degrés la prochaine cible. Ou alors est-ce qu'il faut limiter le plus possible, près d'1,5 degré, le dépasser le moins longtemps, le moins possible? Comment est-ce qu'on comprend l'accord de Paris? Dans le monde politique, l'échec est inacceptable. Comment ça va être porté par les différents pays, le fait de ne pas avoir réussi à rehausser leurs efforts à hauteur de cet objectif qui était très difficile à tenir? Et on le savait dès le départ. Donc ça pose d'autres questions, par exemple la faisabilité, le coût, les risques liés à l'élimination de carbone, ce que ça va impliquer comme électricité décarbonée, eau, biomasse, utilisation des terres. Et puis dans ce contexte, on peut avoir des idées farfelues. Puisqu'on n'arrive pas à agir sur les causes, puisque les conséquences vont être graves, pourquoi ne pas essayer finalement des solutions d'ultime recours? Et actuellement, ce que l'on voit, c'est un foisonnement d'initiatives, de financements privés, qui visent à modifier en fait délibérément le climat, régional ou global. Donc on peut l'appeler modification du rayonnement solaire, géo-ingénierie, intervention polaire, intervention climatique, cette notion-là. Qu'est-ce que nous, on peut dire comme scientifiques? Quel est le cadrage? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est au même niveau que les autres? D'habitude, sur les problèmes d'environnement, on modifie les pratiques humaines pour préserver l'environnement. Là, on renverse en fait le questionnement. Qui finance? Pourquoi? Quelles sont les valeurs des acteurs
qui finalement pensent que c'est trop difficile de décarboner rapidement, qui préfèrent financer ce type de recherche. Quels sont les rapports de force ou les conflits d'intérêts? On a par exemple en ce moment aux États-Unis une sorte de collusion entre la richesse produite par les énergies fossiles et la richesse produite de la tech, où donc on a ces milliardaires qui ont fait fortune dans la tech, qui font des fondations, qui financent la recherche sur la géo-ingénierie, voire des tentatives de déploiement de terrain. Pourquoi? Et donc, on a besoin de connaissances scientifiques. Nous, par exemple, avec un ensemble de glaciologues, on a regardé toutes les idées étranges qui visent à protéger les régions polaires. Alors, vous savez, au début, on disait on va couvrir les glaciers de bâche et puis les glaciers seront sauvés. On sait que ça ne marche pas. Donc, on a des idées d'aller, comme un peu avec des canons à neige, refaire artificiellement de la banquise arctique, ou bien accumuler de la neige sur l'Antarctique, ou bien faire une muraille autour de l'Antarctique pour que les masses d'eau chaude de l'océan ne fassent pas fondre les parties flottantes. Donc il y a de la littérature, il y a énormément de financements qui vont vers ces idées. Et quand on fait un test de base de plausibilité, faisabilité, effet négatif pour l'environnement local, implication en termes de coûts immédiats et à long terme, on voit que ça passe même pas un test basique de plausibilité. C'est reflété dans les médias, ça capte l'attention des investisseurs. Est-ce que ça n'est pas une distraction par rapport aux autres enjeux? Et agir pour le climat, c'est aussi réagir par rapport à cela, par rapport à ce foisonnement d'idées qui apparaissent décalées, innovantes, parfois qui peuvent être nécessaires pour éviter des impacts gravissimes. Et donc vous allez être exposé aussi à ce type de choses. Alors sur le 7e cycle d'évaluation du GIEC, qu'est-ce qui aura lieu? Un rapport spécial sur les villes et le changement climatique s'est lancé, ça va démarrer. Un rapport sur les composés à courte durée de vie, sur les méthodologies en fait, et ça c'est l'enjeu climat-qualité de l'air qui est un enjeu de santé. Un rapport sur les méthodologies d'inventaire pour les techniques d'élimination de CO2 ou de réutilisation, captage et stockage de carbone. Ça c'est important pour que abattement se soit associé à des méthodologies d'évaluation minimales, qui n'existaient pas de manière reconnue jusqu'à présent. Des révisions des guides techniques sur l'adaptation, les impacts. Quels sont les indicateurs, les outils de suivi, les guides? Si vous allez travailler dans ce secteur-là, vous allez opérer dans ce cadre de ces lignes directrices. N'hésitez pas à suivre ce qui va sortir en fait de ces méthodologies, parce qu'après elles s'imposeront en fait au niveau notamment international. Et puis après le rapport des 3 groupes de travail à venir, le cadrage aura lieu à la fin de l'année, le calendrier reste à définir. Ça c'était 2030. 2050. Quel 2050? Donc les doctorants d'aujourd'hui auront mon âge. Quel est votre regard sur votre parcours professionnel? Est-ce que vous arrivez à vous projeter en 2050? Il y a plein de 2050 possibles. Par exemple, il y a un 2050 d'émissions de gaz à effet de serre qui reste élevé, où on aura dépassé 2 degrés de réchauffement dans le monde, 3 degrés en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Un monde où on n'a pas du tout agi à hauteur de la neutralité carbone. Ce sera un monde fragmenté, probablement peu coordonné, des conditions climatiques inédites, probablement une perte d'écosystèmes et de certains de leurs services, des impacts en cascade qui vont toucher la sécurité alimentaire et en eau, la santé, qui risquent d'augmenter la prévalence de la pauvreté, peut-être des troubles publics, des déstabilisations dues à l'augmentation des perturbations climatiques, et donc des pressions sur la communauté scientifique, les acteurs de l'action pour le climat, pour mettre en œuvre rapidement des réponses, un peu le dos au mur, crise après crise, mais avec moins d'options disponibles, parce qu'on aura perdu des possibilités dans un monde plus chaud. Il y aura besoin d'action pour le climat, il y aura besoin de gestion de risque, il y aura besoin d'adaptation, même si on n'arrive pas à atténuer à hauteur des enjeux. Et puis, les scénarios plus bas, encore ceux sur lesquels on est, un monde résilient vers des émissions net zéro de CO2 vers 2050. Un peu comme nos collègues qui travaillent sur la couche d'ozone, en fait, il y aura le suivi de la stabilisation du réchauffement, il y aura des besoins de connaissances en appui à la gestion des pressions sur les terres, la biomasse et l'eau. Il y aura besoin d'informations climatiques pour les systèmes énergétiques avec beaucoup plus de renouvelables, pour la gestion des écosystèmes et de la biomasse, pour une adaptation proactive, réactualisée régulièrement. Il y aura besoin d'un appui à ceux qui sont les plus défavorisés, partout en fait, parce qu'ils sont plus exposés par rapport aux aléas climatiques. Il y aura toujours besoin d'un appui au repli planifié sur les littoraux. Comment l'anticiper? Quelles connaissances nécessaires? Quelle anticipation?
Il faudra accompagner des nouveaux écosystèmes et des mouvements d'espèces. Et puis, il y aura aussi des nouvelles pratiques professionnelles pour la recherche et tous les acteurs neutres en carbone. Moi, ma recherche, c'est de la recherche polaire, donc neutre en carbone, on n'y est pas. Tout dépend des énergies fossiles, le transport, les opérations sur le terrain. Donc en fait, c'est aussi anticiper ça, quelles transformations vont être nécessaires pour nous-mêmes, être acteurs de ce monde-là. Donc ce que j'ai essayé d'esquisser un peu en guise de synthèse, c'est qu'il y aura de multiples attentes de connaissances en appui à l'action pour le climat. Des connaissances pour l'atténuation, comment faire au mieux pour le climat et la qualité de l'air, comment mieux gérer les pressions sur les terres, et puis parfois comment aider à faire évoluer le droit par rapport aux contentieux juridiques, où les connaissances sont très utiles pour faire évoluer le droit. Comment on va mieux comprendre le système climatique, ses processus, sa variabilité, ses rétroactions, ses seuils? Quelles seront les connaissances qu'on pourra fournir pour la gestion de risques, les réponses humanitaires, l'adaptation à l'échelle des territoires, les services climatiques? J'ai interagi avec le ministère des Armées et la Défense, et une des questions qui est posée sur les réponses humanitaires, c'est par exemple, sur cette décennie, où est-ce qu'on a plus de risques de cyclones tropicaux à fort impact? Parce que c'est là où on va positionner les flottes, ou l'aide logistique. On n'est pas encore capable de répondre à ce type de questions, mais on progresse dans la prévisibilité du climat, même à l'échelle décennale. C'est important, en fait, de faire avancer les connaissances, de s'appuyer dessus pour mieux anticiper ces aspects-là. Et ça demande à être très conscient de la diversité des valeurs, des perspectives, des rapports de force, des inégalités. Comment nos connaissances peuvent être utilisables par différents acteurs? Comment vont-ils percevoir leur légitimité, leur crédibilité? Comment nous, on peut anticiper des conséquences fortuites, non intentionnelles, qui peuvent conduire à des choses dommageables? Comment mieux intégrer les questions d'éthique, d'équité, de justice climatique, mais aussi de justice entre espèces, dans la manière dont on voit ce qu'est une action pour le climat? Comment on peut arbitrer entre le besoin de connaissances pour mieux éclairer des risques qui vont être complexes à gérer à court terme, par exemple sur les crises alimentaires, sur les besoins de connaissances à long terme pour l'irréversibilité, les points de bascule, et puis l'avancée des outils et des méthodes? Comment articuler cela pour fournir une information utile à la société? Comment transmettre nos connaissances? Faire en sorte qu'elles permettent de faire monter le socle de toute la société sur les enjeux climatiques. Et ça, je l'ai fait avant d'avoir vu la vidéo du Raptor sur le climat, qui est particulièrement affligeante, et qui montre en fait la désinformation 2.0. C'est plus Claude Allègre, en fait, qui est scientifique et qui joue de son aplomb scientifique pour semer le doute sur l'état des lieux. C'est les codes, en fait, de l'influence qui va toucher différents publics, avec toutes les théories du complot qui circulent. Comment on peut arriver, malgré ça, à aider à faire monter le niveau de compréhension des causes, des conséquences, des leviers d'action? Comment on mesure la littératie climatique de la société dans différents contextes? Dans le cadre du GIEC, on a travaillé sur des ressources pour l'éducation, des données interactives, des résumés pour différents secteurs d'activité, pour les citoyens, pour les acteurs des villes, pour les actuaires. Mais il y a des pans énormes qui manquent complètement, en fait. Donc ça, c'est un enjeu qui est majeur. La littératie climatique, c'est nécessaire, c'est pas suffisant. Pour que les pratiques des sociétés changent, il y a toute la dynamique collective qui compte. Mais c'est quand même quelque chose qui est nécessaire pour se repérer comme citoyen. Et donc, au final, ça pose la question des connaissances scientifiques dans les processus de délibération. Qu'est-ce qu'on est capable d'articuler comme diplomatie scientifique, entre scientifiques et avec la diplomatie? Comment on peut faire en sorte de faire avancer les connaissances en appui à la prise de décision informée et efficace? Comment on peut renforcer la qualité des institutions à l'interface science et politique, comme le Haut Conseil pour le climat, les conseils scientifiques des villes, les groupes régionaux d'action pour le climat? Un exemple, c'est la ville de Paris, qui s'est dit, mais les vagues de chaleur, ça nous concerne particulièrement avec l'effet d'îlot de chaleur. Quand est-ce qu'on pourra avoir à Paris 50 degrés? Et du coup, ça a amené les climatologues à interroger les modèles, les données, montrer qu'une vague de chaleur comme 2003 aujourd'hui, ça peut atteindre 4 degrés de plus. C'est beaucoup en fait sur la manière d'agir à hauteur de cet enjeu-là. Et ça illustre bien l'importance de ces mécanismes de coproduction de connaissances. Comment mieux comprendre la diversité des valeurs et motivations, les intérêts économiques et politiques, les rapports de force. Moi, je vous invite à lire par exemple le rapport Draghi sur les enjeux pour l'industrie européenne et l'innovation,
avec le cadre réglementaire qui est perçu comme un frein, le décrochage de la productivité et de la compétitivité industrielle européenne. Comment articuler ça avec l'action pour le climat? C'est un enjeu majeur avec tout le secteur privé. Comment structurer mieux le dialogue avec le secteur privé? C'est un point qui est essentiel. Et puis après, il y a comment on démocratise les sciences du climat dans les processus de délibération, comment on rend accessibles les connaissances, et puis comment on renforce l'éthique de l'engagement sur tout ce qui peut être de la recherche-action, de l'engagement de scientifiques en appui à l'action pour le climat. Et j'ai juste mis là en fait l'outil d'intelligence artificielle qui a été construit par des acteurs de ce secteur privé pour pouvoir interroger en langage courant les rapports du GIEC. Donc, si vous avez une question, par exemple, dans les rapports du GIEC, que dit-on sur le méthane? Bon, il faut le mettre en anglais pour l'instant, mais vous mettez ça dans cet outil et boum, ça vous sort les sections, les chapitres et les phrases clés. Ça vous fait même parfois une petite conclusion qui n'est pas toujours très juste, mais ça vous permet assez rapidement d'interroger autrement qu'en cherchant avec des mots-clés dans un document PDF. Et donc on voit que c'est ces outils-là qui vont être utilisés à l'avenir pour chercher une information. Comment faire en sorte de la fournir pour qu'elle soit viable, solide, rigoureuse, avec ces outils type ChatGPT ou autres, qui permettent d'aller chercher une information complexe et de vous la rendre accessible en dialoguant finalement avec la source de l'information. Voilà, ça faisait partie des points que je voulais partager avec vous au regard de mon retour d'expérience sur ce 6e cycle du GIEC et des questions que cela pose sur l'interface en fait sciences, politique et société. Merci beaucoup Valérie. On a prévu toute une série de questions, mais on va donner la priorité à nos étudiants d'abord et après on fera circuler, si on a un petit peu le temps, les micros dans la salle. Et donc, ouais, je laisse la parole. Bonjour madame. Donc c'est une question qui vient de tous les étudiants du DU Agir sur le climat et c'est comment rendre le GIEC plus accessible à la fois au grand public, aux politiciens, aux économistes et aux jeunes. Alors, en fait, je pense que vous allez arriver avec votre propre regard pour répondre à cette question. Nous, ce qu'on avait fait dans le 6e cycle, c'était par exemple, alors pour le grand public, un résumé pour tous. Qui n'est pas parfait, hein, mais qui est une tentative, en tout cas, de l'exprimer avec des mots et sur un format court. On avait aussi travaillé sur des questions fréquentes, parce que vous intéressez peut-être à telle région, à tel secteur, boum, en 2 pages, les points clés. Mais il y a encore quand même un obstacle à vraiment toucher le très grand public. Pourquoi? Par nature. Parce qu'en fait, les rapports du GIEC, par nature, ils sont un peu hors sol. Ils ne vont pas aller regarder la ville où vous vivez à l'échelle qui vous intéresse. Et donc on voit bien que le GIEC en tant que tel, il ne répondra pas à cette question-là, mais il doit s'articuler avec d'autres initiatives à une échelle plus fine qui soit pertinente. Et par exemple sur l'information climat, Météo France a fait un site qui est pas mal, qui s'appelle Climat HD, qui permet de regarder, disons, région de France par région de France, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les évolutions futures possibles. En tout cas, c'est un effort dans cette direction-là, sur vraiment quelque chose d'assez accessible, je dirais pour quelqu'un qui est en fin de collège, hein, à peu près à ce niveau-là. Et après, donc pour les décideurs. Alors, les décideurs ne lisent pas les rapports du GIEC. Alors ça, il y a quelques exceptions. Donc quand on dit décideurs, c'est maires, c'est députés, c'est ministres, etc. Par contre, dans leur cabinet, donc il y a leurs conseillers, qui sont des spécialistes de différents sujets, qui vont les lire. Et moi, je pense que c'est à ce public-là qu'on doit parler, c'est-à-dire les acteurs de terrain qui restent, qui montent en compétences et qui vont s'approprier l'état des lieux, en quoi ça les concerne, voire être capable d'en faire un policy brief, une fiche de lecture pour décideurs, quelque chose de très concis, 1 page, 2 pages, mais qui répond aux attentes en fait de ceux qui gèrent des tonnes de trucs au quotidien et qui en fait finalement approfondissent peu de choses. Après, il faut quand même toucher les formations des décideurs, donc les écoles de commerce, sciences politiques, l'ENA, tout le reste, enfin l'INSP. Et il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'on peut avoir un Premier ministre de 35 ans qui n'a pas complètement pris la mesure des enjeux climat, par exemple.
Donc on voit qu'en fait, c'est pas qu'une histoire de génération, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est dans la formation initiale obligatoire, voire la formation continue. Et on pourrait imaginer aussi des propositions de formation avant des prises de fonction, qui n'existent à ma connaissance pas complètement. Voilà. Et j'ai pas, moi, regardé ce qui se fait, par exemple, dans l'Association des maires de France en termes de formation sur ces enjeux-là. Je ne l'ai pas regardé, je serais curieuse de voir. Et après, sur les économistes. Alors, il y a un enjeu à intéresser les économistes plus aux différentes perspectives liées au changement climatique. Parce que finalement, la base, c'est la production de connaissances qui les intègre. Et on voit que ça commence à monter en puissance. Et donc, on commence à avoir quelques éléments sur le coût de la transition. Le rapport Pisani-Ferry-Mafous, par exemple, il était vraiment important. Ou bien la Cour des comptes sur l'adaptation, qui montre que c'est un enjeu majeur. Ou bien le rapport de Bercy sur les limites à l'assurabilité des risques climatiques. C'est de cette manière-là, en fait, que ça rentre dans l'agenda, en tout cas, de certains aspects économiques et financiers. Mais on a encore beaucoup de manque de connaissances, ne serait-ce qu'on n'a pas de suivi des pertes et dommages dans beaucoup de régions du monde. On n'a pas de suivi du coût de l'adaptation, ce que ça représente. On n'arrive pas à chiffrer ce que va coûter l'adaptation des infrastructures. J'étais à une réunion l'année dernière avec les gestionnaires d'infrastructures et de réseaux qui commencent à peine. Et donc, peut-être une des étapes, c'est avoir un cadre réglementaire qui oblige, par exemple, hein, je suis désolée de le dire, mais sur l'échelle de vie d'une infrastructure ou d'une rénovation ou d'un aménagement, d'anticiper voilà, le fonctionnement de cette infrastructure dans un climat qui change, sur un certain nombre d'aléas clés pour chaque région. Et ça permettra aussi d'arriver à mieux quantifier, par exemple, le coût d'investissement supplémentaire pour que ce soit résilient, par rapport à un coût de maintenance ou de réparation qui ne ferait qu'augmenter autrement. Voilà, ce sont quelques exemples un peu précis. Ah oui, il y a un travail qui est fait aussi avec les acteurs de la finance pour que dans la labellisation finance responsable durable, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, il y ait des choses plus rigoureuses, notamment par rapport aux inventaires d'émissions, par rapport au reporting. Et donc là, il y a un potentiel d'amélioration aussi. Ce n'est pas économie, mais c'est contexte d'évaluation financière durable. Oui. Bonsoir. Merci pour votre conférence déjà. C'était super intéressant. On s'est posé des questions notamment sur l'aspect santé. Donc vous en avez un peu parlé en disant que c'était notamment un des points manquants du 6e cycle. Mais du coup, est-ce que ça va être beaucoup plus appuyé dans le 7e cycle et comment? Et du coup, enfin, notre question, c'était plus généralement comment la santé, le thème de la santé est pris en compte dans les enjeux environnementaux et la discussion autour, et inversement, comment les enjeux environnementaux impactent aussi la santé. Est-ce qu'il y a cette discussion dans l'autre sens en fait? Oui, alors c'est un sujet que je regarde actuellement parce que je fais partie du Comité national consultatif d'éthique, où je travaille sur les enjeux en fait éthiques, santé, changement climatique. Alors, comment le dire? Donc, dans le 6e cycle du GIEC, le volet santé, il y a un chapitre sur les impacts et les risques qui reflète la littérature disponible, beaucoup sur les vagues de chaleur, pas beaucoup sur le reste, beaucoup dans les pays développés et la Chine, pas beaucoup dans les autres régions du monde. Malheureusement, hein, ça reflète les connaissances disponibles. Donc, ce que l'on sait, c'est que le changement climatique, il va affecter la santé. Il va affecter la santé notamment par la chaleur, avec de multiples effets à différents âges de la vie, différentes configurations physiologiques. Il va affecter la santé au travail. Ensuite, notamment les inondations vont affecter certains déterminants de santé, notamment l'exposition à des eaux polluées, en fait, hein, des pathogènes, d'une manière très nette. Les déplacements contraints affectent durablement la santé. Moi, j'ai par exemple échangé avec la présidente de la Croix-Rouge qui a géré les 65 000 déplacés dans le Pas-de-Calais suite aux inondations, dont des gens qui ont été logés dans des habitats précaires sur une longue durée. Et là, en fait, les effets sur la santé mentale sont extrêmement importants et on sait qu'ils peuvent être durables, notamment pour les enfants, les personnes âgées, quand il n'y a pas une possibilité de repartir très très vite sur un cadre rassurant. Ensuite, on a donc tous les effets qui vont être médiés par la qualité de l'air. Donc le changement climatique va affecter par exemple la saison de croissance des plantes, l'exposition à des allergènes, la combustion d'énergie fossile ou les feux de forêt vont émettre du CO2, mais aussi un certain nombre de polluants.
Et donc décarboner, ça peut être positif si c'est bien fait pour améliorer la qualité de l'air. Et puis, donc j'ai parlé un petit peu tout à l'heure des vecteurs de maladies, des zoonoses. Bon, bah alors là, pareil, on est sur un sujet qui est important. C'est pas santé humaine, mais c'est aussi santé animale. Donc là, je vous invite à regarder, par exemple, le dernier rapport du comité de veille sanitaire sur les risques sanitaires émergents en France. Dengue, West Nile, un certain nombre de choses de ce type-là. Choléra à Mayotte, avec une épidémie grave du côté de l'Afrique de l'Est, également des Comores. Voilà, donc on est sur des choses qui vont dépendre, en particulier, des aires de répartition pour un certain nombre de vecteurs et aussi de l'accès à l'eau. Et enfin, donc, l'action pour le climat, si elle est bien faite, c'est une politique de santé publique. Pourquoi ? Améliorer le confort en hiver et en été dans les logements et les lieux de travail, améliorer la qualité de l'air, une alimentation saine, équilibrée et plus végétale. Ensuite, une mobilité plus active, par exemple, moins de bruit des véhicules électrifiés dans les villes, on enlève la nuisance sonore. Donc on voit qu'en fait on peut avoir des bénéfices en termes de santé publique, mais qui ne sont pas intégrés aux politiques climatiques. Et il n'y a qu'au moment de la COP 28 qu'il y a eu une journée, dans le cadre des négociations climat, santé, qui a mobilisé des ministres de la santé, des acteurs de la santé. J'espère que cet effort va se poursuivre. En tout cas, c'est pris très au sérieux, par exemple à l'Institut Pasteur, à l'INSERM. Ça commence à peine au niveau des ministères de la Santé, parce que, par exemple, en France, il y a tellement d'autres urgences sur l'accès à la santé, voilà, l'état des hôpitaux, que ça prime sur la réflexion sur le plus long terme. Et enfin, dans la formation des acteurs de la santé, les soignants, les infirmiers, infirmières, les études médicales, la formation sur les enjeux déterminants environnement de santé et changement climatique est souvent très très faible ou inexistante. Donc là, il y a beaucoup de choses à construire pour embarquer le monde des acteurs de la santé. Dernier volet, alors je vais essayer de caricaturer, mais il y a une étude en psychologie environnementale, donc d'une scientifique néerlandaise qui s'appelle Linda Steg, qui a fait une revue sur la psychologie de l'environnement, et qui regardait les 4 types de valeurs à travers lesquelles passe l'information sur le climat ou la réaction à des volontés d'action pour le climat. Donc ces valeurs, elles sont 4. C'est l'égoïsme. Est-ce que ça va jouer sur mes revenus, par exemple ? Non, j'en veux pas. Est-ce que c'est une contrainte ? C'est punitif, j'en veux pas. Ou bien, est-ce que ça concerne ma santé ? Ça peut être positif pour ma santé, je me l'approprie. Donc l'égoïsme, ça peut être un frein ou un moteur. La santé, ça joue comme moteur à ce niveau-là. Bon, quand même, je décris les autres valeurs. C'est l'hédonisme, se faire plaisir. Bon, bah, tout ce qui est marketing, consumérisme, ça vous conduit à vous dire qu'en consommant plus, vous vous sentez mieux. C'est pas toujours bien articulé avec l'action pour le climat. C'est un frein. Et en même temps, le fait d'agir de manière structurée dans un cadre professionnel, d'être acteur de transformation, c'est quelque chose qui apporte du bien-être, du sens à un parcours professionnel ou un engagement. C'est quelque chose qui conduit à l'action. Et après, il y a l'altruisme, qui n'est pas également réparti dans la société, en fait. Et puis, il y a l'attachement à la nature, qui est un peu plus diffus par rapport aux visions politiques ou religieuses des uns et des autres, et qui est souvent le point commun. Donc c'est pas pour rien qu'on vous propose de planter un arbre sur tout et n'importe quoi, parce qu'en fait ça fâche personne. Et c'est jouer sur cette valeur-là, par exemple. Voilà. Donc la santé, ça joue aussi sur le fait de se sentir concerné personnellement. Et donc ça peut être aussi quelque chose qui peut être un facteur de motivation. Et dernière chose, à l'angle économique, on a beaucoup de mal à mettre en regard des investissements par rapport au climat, qui sont des coûts très élevés auxquels on a du mal à faire face actuellement, et les bénéfices que cela apportera. Par exemple, investir dans l'adaptation, c'est réduire des pertes, des dommages, de la gestion de risque, des coûts de maintenance, etc. Il y a des bénéfices en termes de santé à l'adaptation au changement climatique. Moins de fréquentation des urgences lors des vagues de chaleur, une meilleure productivité au travail, par exemple. C'est un bénéfice en termes de santé. Et on l'a aussi sur la réduction des émissions. Mais ça, en fait, on a du mal à l'intégrer dans l'angle purement économique. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Kevin Jean, par exemple, qui essaie de chiffrer les bénéfices de l'action pour le climat en termes de santé publique sur quelques aspects pour arriver à le faire rentrer dans l'angle économique. C'était sur l'efficacité des politiques publiques, c'est ça ?
Vous savez, je rentre dans les questions qui peuvent fâcher et qui sont polémiques. Vous avez annoncé tout à l'heure l'ancien Premier ministre et on est en train de changer de gouvernement et on s'est posé la question, qu'est-ce que vous pouvez y attendre en fait avec de ce nouveau gouvernement en termes de politique climatique et environnementale? C'est une très bonne question qu'on s'est posée la semaine dernière avec le Haut Conseil pour le climat. Donc ce qu'on attend à court terme, c'est en fait de débloquer tous les documents stratégiques énergie-climat qui sont en stand-by depuis quasiment 6 mois. Donc en fait, c'est la planification énergie-climat, la révision de la stratégie nationale bas carbone. Il y a des choses qui sont avancées, mais qui n'ont pas été présentées au Parlement parce que simplement ça ne serait pas passé en fait dans le contexte polarisé entre les partis politiques. Il y a le plan national d'adaptation au changement climatique. Et puis il y a la préparation des objectifs européens et français entre 2030 et 2040, un point super important sur l'articulation européenne et nationale. Donc ça, c'est vraiment les urgences d'un point de vue de la gouvernance climat. Alors dans le contexte d'austérité budgétaire, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement démissionnaire est rentré dans une approche de marchand de tapis, où en fait il a rogné quasiment le plus possible le budget de la transition écologique. Est-ce que c'est dans l'espoir de créer une sorte de consensus avec les différentes oppositions à venir, parce que je ne sais pas qui va gouverner, donc en fait je parle des oppositions, sur un certain nombre de sujets de ce type-là, je ne sais pas. Mais ce qui est probable, c'est que vu l'absence de majorité, de coalition majoritaire au Parlement, c'est que beaucoup de choses se fassent par décret, et donc finalement échappent aussi à la délibération démocratique du Parlement. Après, ce que je peux également mentionner, c'est que Barnier, quand il était ministre sous Chirac, donc il y a longtemps quand même, il a laissé en fait le souvenir de quelqu'un à l'époque qui avait été assez courageux sur des sujets liés à la qualité de l'eau, le plan Éco-Phyto et d'autres choses. Et il avait mis en place un système de mutualisation de risques qu'on appelle le fonds Barnier, qui permet en fait, lorsque votre maison est endommagée par des inondations et le coût de la réparation est tel que ça n'a pas de sens, que finalement l'État préempte la maison, donc vous redonne une forme d'argent pour repartir en fait, et pas repartir à zéro après ce type de dommage. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il doit être sensible, et on est sur des sujets très importants d'assurabilité. Les mécanismes catastrophes naturelles sont déficitaires sur plusieurs années, notamment par rapport aux sécheresses. On a la question sur le littoral, qu'est-ce qu'on fait par rapport à toutes les habitations en fait, qui seront plus viables face à la montée du niveau de la mer. Et c'est quelqu'un qui a des bases en fait de son parcours historique, y compris de son expérience à la montagne, pour en comprendre les enjeux. Je suis nuancée. En fait, la question c'est qu'est-ce qui peut passer le filtre du Parlement français européen. La question elle est là en fait, en ce moment sur les lois. Et on voit que ça ne va pas être simple du tout. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Alors, ma question, c'est est-ce que les énergies renouvelables sont si propres que ça? Nous savons que ça n'émet pas du CO2, par exemple, comme les énergies fossiles, mais avant d'avoir un panneau solaire, par exemple, il faut extraire des ressources naturelles, comme le silicium, malgré qu'il y en a beaucoup de silicium dans le monde. Pour construire, je ne sais pas, des piles à combustible, par exemple, on a besoin de lithium aussi. Est-ce que, question sur le plan de biodiversité, ça ne va pas impacter à long terme? Et est-ce que, en termes de fabrication de tout ce qui est énergie renouvelable, les éoliennes, le photovoltaïque et tout ça, est-ce que ça aussi, tout ce qui est stockage, tout ce qui est transport aussi d'énergie, ça n'a pas d'impact sur le long terme? Oui, il n'y a rien qui est parfait. Donc à quoi on compare? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend du charbon, du pétrole et du gaz, on le brûle, ça pourrit le climat, ça acidifie l'océan, c'est une quantité énorme de matière en fait qui est transportée, transformée. Un bateau sur 2 dans le monde transporte des énergies fossiles en fait. Donc on a cette quantité de matériaux actuellement qui est extraite par renouvelable et qui atteint à l'environnement. Quelles sont les solutions pour répondre aux questions de bien-être humain, de développement, d'activité économique, de protection des écosystèmes, alternatives? Et ensuite, sur chaque alternative, on a la question de l'analyse en cycle de vie, c'est-à-dire l'empreinte matériau, la recyclabilité,
l'empreinte au sol, l'empreinte eau, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie. Et c'est ce type de diagnostic qui permet de se dire, cette approche-là, aujourd'hui, est plus performante que d'autres, je la déploie. Et ensuite, il y a l'implantation sur le terrain qui pose la question, par exemple, sur les renouvelables, de l'emprise au sol, des implications, par exemple, sur des migrateurs et de ses conséquences. Et on a parfois des idées reçues qui peuvent être fausses. Donc, je vais donner l'exemple des éoliennes offshore, qui est intéressant. Donc, le chantier lui-même perturbe la vie marine. Si c'est bien fait, intelligemment, ça peut être un récif favorable. En fait, ça fait comme une sorte de mini-aire marine protégée. Et ça peut être favorable pour les activités de pêche aux alentours. C'est ce qu'a montré l'expérience en Baltique ou bien autour du Royaume-Uni. Mais si c'est bien fait, parce qu'une colonne en béton, ça ne fait pas ça. Voilà. Et donc, en fait, on peut avoir des déploiements d'énergie renouvelables très positifs qui, en fait, ont une empreinte matériaux réduite, qui vont être recyclables ou avec plusieurs usages. C'est la même chose pour les batteries, d'ailleurs. Et on peut avoir le pire. Donc, le pire, je ne sais pas, c'est vous avez un super écosystème et puis privé, et puis vous le vendez à la place de votre forêt diversifiée, vous mettez un champ de panneaux solaires, c'est pas hyper satisfaisant. Ou alors vous avez des difficultés à implanter des éoliennes, parce qu'il y a plein de riverains, notamment des résidents secondaires qui ne veulent pas perdre la valeur foncière de leurs biens et donc qui font une opposition systématique aux éoliennes, parce que c'est aussi présent. Et donc il vous reste quoi? Le parc naturel, où là il y a moins d'opposition. Et donc vous allez vous dire, c'est là que je vais mettre mes éoliennes. Et puis c'est un corridor de migration d'espèces que des gens se sont échinés à protéger pendant longtemps. C'est pas du tout satisfaisant. Voilà. Et donc il n'y a pas une solution parfaite ou magnifique. Je pense que ça pose beaucoup comme question, par exemple pour un pays comme la France qui s'est désindustrialisé énormément. On a concentré la production d'électricité sur des centrales nucléaires, donc quelques-unes en fait, quelques dizaines. C'est aussi en fait de remettre dans le paysage une place pour la production d'énergie, plutôt que d'importer du pétrole, du gaz ou du charbon ou des biens faits avec du charbon ailleurs. Et c'est pas facile à accepter non plus. Il y a le mécanisme, en fait, on ne veut pas voir ça chez nous, et où, en fait, en France, on a beaucoup, finalement, désindustrialisé, ce qui conduit à avoir les nuisances environnementales dans d'autres régions du monde. Je ne sais pas si ça vous fait réagir. Et donc la question, c'est en fait sur un projet, par exemple, quelle grille d'évaluation on va avoir, c'est-à-dire par exemple, sur les différents objectifs de développement durable, la pauvreté, la faim, la qualité de l'eau, les emplois décents, une énergie propre, la biodiversité terrestre et marine et le climat. Donc vous avez tous ces objectifs de développement durable. Et vous prenez votre projet et vous vous dites, là où est-ce qu'il est le plus positif, où est-ce qu'il est le plus négatif, est-ce qu'il a un sens, est-ce qu'il est viable? S'il est viable, comment je réduis au maximum les effets indésirables, par exemple? Oui, alors moi j'avais une question sur le Haut Conseil pour le climat, oui. Dont vous êtes membre. En fait, on voulait savoir si vous considérez que vous avez que vous exercez une forme d'influence sur les politiques et les décisions qui sont prises. Et est-ce que vous avez l'impression que vos opinions ou vos conseils sont suivis, ou est-ce que vous avez plutôt l'impression que ça n'est pas le cas? Alors je voulais retrouver une référence que j'avais mise quelque part. Alors je vous invite à lire ça. Stech, Messer et al. Science 2024, c'est une évaluation après coup de 1500 politiques climatiques dans 41 pays et 6 continents. Qu'est-ce qui a permis de réduire de manière nette des émissions de gaz à effet de serre? Par l'information, la régulation, le cadre réglementaire, par le coût, et puis j'ai oublié le dernier volet. Et donc c'est intéressant de voir en fait quelles sont les politiques climatiques qui fonctionnent. Et ça c'est un exemple d'une approche où on va en fait avoir une approche, on va dire, scientifique, rigoureuse, de l'action publique. Alors le Haut Conseil pour le climat, du coup je recycle mes diapos que je n'ai pas montré tout à l'heure, il a comme fonction en fait d'évaluer l'action publique, donc exactement ça, ce que je décrivais tout à l'heure, mais fait dans une quarantaine de pays, sur la trajectoire de baisse des émissions, sur les puits de carbone, l'empreinte carbone, c'est-à-dire ce qui tient compte du commerce mondial, l'adaptation et les impacts socio-économiques. Et il met ça en perspective par rapport aux objectifs européens et l'action d'autres pays. Et puis on fait des recommandations. Donc c'est différent du GIEC qui apparaît de faire de recommandations. Et c'est très centré sur l'action au niveau national, mais pas nécessairement au niveau régional. Alors, les choses qu'on a recommandées précédemment, c'était quoi?
c'était sur les projets de loi d'être capable de faire une évaluation avant et après de ce que ça a permis de faire. La seule fois où ça a été mis en œuvre, c'est la loi climat résilience qui venait de la Convention citoyenne pour le climat, une évaluation au départ et le Conseil d'État qui fait un suivi. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'avant, on faisait des lois, puis si ça ne marchait pas, il ne se passait rien. Donc, ce cadre-là, il est important. La deuxième chose qu'on avait recommandé, c'est d'avoir une planification écologique, c'est-à-dire pas simplement un objectif dans un bout de papier signé par des diplomates dans les tiroirs du ministère de la Transition écologique, mais une feuille de route avec une coordination interministérielle et une déclinaison opérationnelle des feuilles de route ministère par ministère et un suivi. Ça a commencé à se mettre en place, notamment avec le secrétariat général à la planification écologique, qui est un peu inquiet pour son avenir en ce moment. Et ensuite, ce qu'on avait recommandé, c'est une meilleure articulation entre la planification au niveau national et puis la déclinaison par les régions qui ont un rôle de chef de file de l'action climat pour les territoires. Et donc ça a donné lieu notamment à des COP, des déclinaisons en fait de COP entre l'État et les différentes régions. Et le retour qu'on a eu la semaine dernière, c'est que ce mécanisme-là se poursuit. Il y a une forte attente des régions, indépendamment de leur couleur politique en fait, pour poursuivre ces négociations. Donc c'est des plans en fait de financement État-région avec des contrats d'objectifs. Il y a un manque de compétences au niveau des régions pour avoir une approche planifiée basée sur des indicateurs fiables. Alors l'exemple que j'ai eu, c'est la région Occitanie qui prévoyait pour tenir ses objectifs de son plan climat-énergie territorial plus de voitures électriques que toute la France à horizon 2030. Donc il y a parfois en fait des choses comme ça qui ressortent quand on fait cet exercice d'articulation, de voir en fait des stratégies qui sont absolument pas plausibles parce qu'elles vont recourir de manière énorme à un ou un autre levier d'action. Voilà, donc ça fait partie des choses que moi j'ai retenues. Et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, le Haut Conseil pour le climat, il peut être saisi. Il peut être saisi par le gouvernement, il peut être saisi par l'Assemblée nationale. Donc on a été saisi par le gouvernement pour travailler sur le captage et stockage de carbone avant la COP28. Et du coup, on a fait un rapport où on évalue, en France, le potentiel pour capter et stocker des émissions industrielles à horizon 2030 et 2050. Donc la notion d'abattement. Ça manquait. D'autres académies avaient fait des travaux un peu similaires. C'était assez pertinent parce qu'en fait, certains secteurs industriels pensent qu'ils pourront recourir à du captage et stockage. Mais avoir une vision un peu d'ensemble, je pense au niveau gouvernemental, c'est utile. On avait fait un comparatif de pays européens sur la rénovation des bâtiments qui était vraiment intéressante. Voir comment ça a bien fonctionné, par exemple, en Suède, par rapport à d'autres contextes, et pourquoi. Et j'ai plus d'autres exemples en tête, mais il y en avait d'autres. Par contre, du côté du Parlement, ça n'a pas du tout fonctionné. Et la seule saisine qu'on a eue, c'était pour travailler sur la 5G, et c'était pas vraiment pertinent, en fait. Le Sénat nous avait demandé de faire ça. Et il n'y a pas assez d'appropriation au niveau du Parlement de ce qu'il serait possible de demander au Conseil pour le climat. Alors que, par exemple, au Royaume-Uni, le Climate Change Committee travaille directement en prise avec le Parlement d'une manière beaucoup plus interactive. Et du coup, ça permet d'être plus en prise avec la fabrique de la loi. Et je pense que ça reflète le rôle du Parlement récemment en France aussi.